Coucou nos stars! Aujourd'hui, on se retrouve sur la tease. Et bon, pour la petite info, on se confesse, on enregistre le même jour que l'épisode de Châlons en Champagne, parce qu'après, Nina rentre dans sa campagne. Oh, ça rit! C'est magnifique, c'est poétique. Et donc, on n'a pas vraiment de tisane, parce qu'on est le matin et qu'on était plus branché café ce matin que tisane. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit peu parler des vacances d'été, des conseils de l'été, de la préparation des concours en été. Parce que nous aussi, en fait, on va se séparer pour l'été. Oui, malheureusement, on va se séparer pour l'été, donc je pense que les podcasts ne seront pas très présents cet été, mais on va essayer quand même de rester un petit peu sur Instagram et de se lancer sur TikTok. De faire enfin des posts. Parce qu'on n'a pas encore commencé. Bref, et donc aujourd'hui, on va un petit peu parler de notre expérience, de comment ça s'était passé aussi l'été dernier pour nous, parce que dans la préparation des concours, on nous dit toujours de travailler un peu l'été, mais Faut être honnête. il y a la théorie, il y a la pratique, et vous donner un peu nos conseils, des petits points sur lesquels vous pouvez commencer à travailler pour voir ce qui est faisable aussi, parce qu'on peut quand même faire des choses, mais il faut ajouter un peu de proportion. Donc, on va vous faire un petit rappel. Nous, on avait eu une réunion l'année dernière. Mhm. Donc, c'était Flavie Flavie y a été, pas moi, vu que je travaillais. Et que j'habite loin aussi, Oui. dans ma campagne. Donc, bon. Voilà, qui nous avait fait un petit peu peur. Donc, c'était une réunion où on avait eu les bibliographies pour chaque matière. Et donc, ça fait peur. Bah clairement en fait on avait un peu l'impression qu'il fallait qu'on lise au moins 1 voire 2 voire 3 livres par matière, donc par question, sachant qu'on a 6 questions, donc ça commence à faire un peu beaucoup sur un été, sachant que perso c'est pas mon passe-temps préféré lire des livres d'histoire, hein, je vais dire tout de suite, on va être honnête. Donc clairement ça faisait un peu peur, on avait un peu l'impression qu'on allait passer l'été à devoir charbonner, sauf que Nina comme moi en fait nous l'été on travaille. Donc c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, quoi, du travail, puis pas forcément hyper adapté avec le fait de réviser sur les horaires, parce qu'on était un peu en décalé, sur la fatigue physique, même juste la fatigue mentale. Des fois, on peut avoir un travail qui est plutôt cool en horaire, mais qui nous fatigue beaucoup mentalement, et donc c'est compliqué de rentrer chez soi, je sais pas, vers 18h et de devoir se mettre à travailler. Enfin, c'est pas toujours évident, et c'est hyper ok. Et même quand on travaille, quand on doit en plus travailler un petit peu le concours et avoir une vie sociale, Ouais. voilà, parce que l'année de cours, on a un petit peu de vie sociale, mais moins. Et l'été, c'est vrai qu'on a un peu tous envie de sortir. On revoit, par exemple, moi, on revoit les copains du lycée. Et leur dire non, je peux pas parce que je dois lire des livres d'histoire alors que je les ai pas vus de l'année parce que je dois travailler mes cours. Non, je vais voir mes copains. Voilà. Donc l'objectif c'est de vous donner un petit peu des petites pistes pour que ce soit efficace, pour que ce soit pas forcément de la lecture d'un bouquin d'histoire qui ne vous intéresse pas, ou qui vous intéresse moyennement, ou qui vous intéresse mais vous n'avez pas l'énergie de le faire, clairement. Et voilà. Donc déjà, je pense que le premier conseil qu'on peut donner, qui est un conseil faisable et atteignable, c'est la lecture des lettres de cadrage des jurys. Donc les lettres de cadrage des jurys, en gros, si vous voulez, c'est des textes qui sont accessibles en ligne et qui résument un petit peu les attendus de toutes les questions de CAPES, parce que vous vous souvenez, on a 3 questions en histoire, 3 questions en géographie. Et en gros, l'objectif, c'est un peu de vous aider, de vous donner un petit peu, les principales pistes. Elles sont généralement plus longues en géographie qu'en histoire, elles sont plus complètes aussi en géographie qu'en histoire, moi je trouve. Et l'objectif, alors on dit tout le temps de les lire, et c'est vrai que c'est pas le premier truc qu'on a envie de lire, enfin ça paraît un petit peu relou. Mais en vrai, globalement, moi je trouve que c'est quand même pas mal bien. C'est pas mal cool, c'est pas très 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 long, franchement. Ça demande pas non plus un effort considérable, mais ça vous permet de faire un petit peu le point déjà sur les notions, sur les définitions des sujets. Vous guider, quoi. Ouais, et sur les principales pistes, parce que moi je sais que récemment j'ai vu une vidéo de Ambre sur TikTok, qui est professeure d'histoire, qui est agrégée, et de géographie, pardon, et elle conseillait par exemple d'utiliser ces lettres de cadrage pour se créer un peu des exempliers. Donc en gros, c'est un dossier d'exemple à partir des lettres de cadrage, parce que ça vous donne déjà en fait un petit peu des sortes de boîtes dans lesquelles ranger les choses. Donc ça peut être par exemple une piste, même si vous en serez pas là sur votre première année, clairement. Mais par exemple, c'est un truc qu'on peut faire entre la première et la deuxième année. Donc bien connaître les lettres de cadrage, c'est toujours assez utile, assez pratique. Et de toute façon, on y retourne assez régulièrement dans l'année, dans l'idéal, surtout à l'approche des concours notamment.
Et même les profs qui vont vous faire cours lisent ces lettres et ils vont vous en parler, donc il faut quand même être au courant un petit peu. Voilà, donc faut pas hésiter à les lire, les surligner, faire des fiches, des lettres de cadrage, même si ça vous correspond comme méthode de travail. Je pense que c'est déjà une première étape. C'est un peu le premier pas à franchir pour aller un petit peu vers les questions et pour commencer à aborder un petit peu les questions. Ensuite, on va plus vous parler des matériaux. ouais, là j'ai les achats de matériel, les fournitures. On n'est pas chez Leroy Merlin, mais il faut quand même avoir un petit peu de petits trucs à la maison. Donc, il faut un normographe. Ouais. C'est la base pour la géographie. Donc, au début, vous allez le voir, vous allez dire, mais qu'est-ce que je vais en faire un petit peu. Parce que, par exemple, au lycée, moi, j'en utilisais pas. Moi non plus. Et voilà, mais à la fin de l'année de M1, vous allez voir, vous allez plus pouvoir vous en passer. Ah, vraiment, le normographe, c'est le ref. Oui, vraiment. On sait qu'il y en a des très bien sur Amazon. Ouais. Nous, on a... je crois qu'on a le même. Ouais, moi, j'en ai un Maped. J'en ai un Maped. Le Maped est bien parce qu'en fait, il est très accessible dans les rayons. Enfin, vraiment, vous les trouvez facilement. C'est le premier, quoi, un peu. Hein. Ouais, mais par contre, je trouve qu'il a un petit défaut, c'est que sur certains figurés, c'est assez gros. Genre, ça va être un peu gros et des fois, du coup, sur un croquis, c'est pas toujours très adapté d'avoir des figurés aussi gros. Donc c'est vrai que l'avantage de ceux d'Amazon, c'est qu'ils offrent un peu plus de possibilités de petits figurés. Ouais, si vous voulez un petit peu chercher, ils sont verts et il y en a, c'est un petit lot où il y en a genre 3-4. Donc voilà. Dans lequel je dois investir prochainement. Ensuite, toujours pour la géographie, il vous faut des stylos fins. Très... On va dire, je sais plus quelle taille c'est 0,4 mm, je crois, c'est ça? Ouais, 0,4 0,5. C'est la marque Stabilo. Ouais. C'est les plus... Après, vous en avez d'autres marques, hein, oui. Staedtler, qu'est-ce qu'il y a d'autres pilotes? Mais c'est 0,4. Parce que je sais je crois que Staedtler, c'est 0,5. Ok. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais en gros, c'est cette mesure-là, parce que sinon, après, ça va être trop gros. Et ils vont pas aimer. Faut en avoir quelques-uns, alors vous n'êtes pas obligé d'acheter les grosses boîtes énormes, etc. Mais moi je vous conseillerais quand même d'avoir une petite variété de couleurs, surtout si vous êtes un peu visuel, etc. Parce que les croquis c'est quand même quelque chose de très visuel, notamment quand il faut les apprendre. Donc avoir des couleurs qui vous plaisent, vous pouvez bien harmoniser tout, faire des couleurs qui sont bien, qui correspondent, parce qu'on n'utilise pas n'importe quelle couleur à n'importe quel endroit dans un croquis, mais ça c'est un autre sujet, une autre question. Ouais, mais je pense qu'on peut le dire aussi, il faut au moins un bleu, un vert, un rouge, je dirais même des fois deux nuances, tu vois. Ouais. Avoir un petit peu des nuances, quelques nuances, parce que des fois, ça va être un peu les mêmes... Noir aussi. Ouais, ça va avoir un peu les mêmes fonctions, mais pour différencier les figurés, le fait d'avoir une petite nuance entre du bleu foncé et du bleu clair, par exemple, ça peut être vraiment pratique quand vous avez beaucoup de figurés à mettre dans le croquis. Oui, mais voilà, on va dire à peu près ces 5 couleurs et quelques variétés. Ouais. Quelques couleurs je crois que globalement, genre, des petits lots de 12 couleurs, je crois que ça existe. Ouais. C'est bien. Voilà. Et toujours chez Home, il vous faut des crayons de couleur. Et pas n'importe quel crayon de couleur. Alors moi, j'ai investi dans des Bic et ce n'était pas la meilleure idée. Le défaut des Bic, c'est qu'ils ont un côté un petit peu sec. Ils sont pas très très gras. Et ça se fait, mais... ça tend à faire en fait un petit peu des traits de crayon quand on colorie. Ce qui est un peu chiant parce que le croquis fait moins propre d'aspect. Et aussi, c'est des crayons sur lesquels on peut appuyer un peu, mais on n'aura pas de résultat très foncé. Sauf qu'en fait, les copies de concours, elles sont passées au scan. Donc, par exemple, si vous avez un jaune qui ressort pas très bien, au scan, c'est mort, en fait. Ça se verra pas. Donc, globalement, on nous conseille plutôt des crayons un peu gras. Alors, je sais qu'on a un ami qui est très pro du croquis. Et je crois qu'il aime bien les... C'est pas les Giotto... Non, c'est pas les Giotto qu'il aime bien, c'est lesquels, déjà? Je sais plus. On lui demandera la référence. Voilà, on a T'as des Maped? Ouais, moi j'ai des Maped. Franchement, les Maped, vraiment, ils sont hyper bien. J'avais acheté des Color Peps. Et vraiment, moi, je les trouve super parce que vraiment assez gras. Si vous appuyez, vous avez un rendu complètement opaque, même sur la feuille. Et ils sont pas chers. Genre vraiment, ils sont pas plus chers qu'une boîte de Bic, je crois. Non, je crois pas. Pareil pour les crayons de couleur. Avoir des nuances, c'est pratique. Avoir quelques teintes de vert, de bleu. Globalement, je crois que c'est pareil, ça doit exister en 12 ou en 24. Je crois que c'est 18.
18, je sais pas. Je sais plus. Bon, on n'est pas chez Bureau Vallée. Donc voilà, mais vous voyez l'idée, il faut quand même quelques nuances, mais il n'y a pas non plus besoin de se ramener avec une palette pas possible. Vous n'êtes pas des dessinateurs. Voilà, exactement. Mais juste avoir savoir que vous avez des crayons un petit peu gras qui sont susceptibles de bien colorier. Même des fois, les premiers prix sont assez gras. Hein. On a une copine qui faisait ses croquis avec des trucs de premier prix. Et... Je crois que c'est Carrefour. Oui, voilà. Et genre vraiment, ils étaient gras et ils rendaient bien, ils rendaient opaques et les couleurs ressortaient bien. Enfin, c'est tout ce qui compte. Honnêtement, c'est tout ce qui compte. La marque importe peu. Là, on vous donne un peu des références pour vous guider, mais voilà. Évitez les bics, honnêtement. Ouais. Je pense que c'est pas ceux qui rendront le mieux sur vos croquis. Après, si vous avez que ça, vous avez que ça, mais oui. Honnêtement, je pense qu'il y a mieux sur le marché. Pour poursuivre un petit peu, bon, en histoire, on n'a pas forcément de fourniture particulièrement particulière, mais dans les deux matières, par contre, il y a la question des manuels qui se pose, la question des livres, des manuels, etc. Est-ce qu'on en achète pendant les vacances ou pas ? Alors, si vous rentrez en première année, selon notre expérience plutôt, on avait acheté quelques trucs, on avait acheté quelques manuels. Moi, je les avais achetés juste pour une question financière, parce que quand on était en été, j'avais mon appartement, mais je dépensais un petit peu moins d'argent, et puis je travaillais, donc j'avais un peu plus d'argent, donc j'ai préféré en acheter un petit peu avant la rentrée. Comme ça, dans l'année, si j'en achetais un ou deux, ça allait. Donc voilà, ça dépend de ce que vous voulez, parce que c'est vraiment un coût, par contre, un manuel de CAPES. Par exemple, les plus connus, c'est Atland et Ellipse. Un Atland, ça coûte à peu près 25 €. Les ellipses, environ 30. Voilà, et vous avez 6 questions. Donc, ça reste un certain coût, donc faut... Ouais. Après, avoir des fois sur les sites de revente, type Vinted ou Le Bon Coin, des choses comme ça, il y a des candidats qui ont passé le concours et qui n'ont plus besoin de leur manuel et qui cherchent à les revendre. Alors, toutes les questions, du coup, sont plus les mêmes, mais il y a quelques questions qui restent encore en commun, et dans ces cas-là, vous pouvez peut-être voir pour profiter de ces manuels. Même sur Amazon, il y a un service de... occasion. Il y a un service d'occasion. Je sais que moi, je les ai achetés dessus. Et les manuels sont en bon état. Hein. Et puis, aussi, autre alternative possible, on peut parler des Bréal. Les manuels Bréal sont quand même globalement un peu moins chers. Je crois qu'on tourne plus sur la vingtaine d'euros. Oui. Et je sais qu'en géographie, au minimum, c'est des manuels qui sont assez accessibles, qui sont bien faits, qui proposent des croquis, qui proposent des entraînements dedans. Enfin, nous, on les utilise beaucoup à la BU parce que c'est des manuels qui sont juste accessibles et c'est plutôt cool. Donc, si vous voulez investir dans quelque chose qui ne va pas aussi vous faire peur, parce que si vous ne connaissez pas encore trop la question, c'est normal que du coup, en lisant les manuels, vous soyez un peu en mode « What the fuck, genre on est où je vais jamais retenir tout ça ». Pour le coup, les Bréal peuvent être, je pense, une alternative un peu cool. Pour la géo. Pour la géo. L'histoire, je sais pas s'ils sont si bien que ça. J'avoue que j'ai pas forcément de recul dessus. Voilà. Mais globalement... Si vous voulez en acheter, faites-le. Mais c'est pas obligatoire. Si vous voulez en acheter un de temps en temps, c'est ok. Voilà, et puis il y a aussi l'aspect de, à la rentrée, vous aurez probablement, sauf si vous êtes au CNED, mais vous aurez une BU, et dans cette BU, il y aura très certainement les manuels concours, donc vous pourriez y avoir accès de manière gratuite et assez illimitée, et pour le coup, ça vous permettra même d'un peu regarder lesquels vous correspondent le mieux, quitte à en acheter un par la suite, après avoir un peu fait une petite étude de marché, quoi. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à attendre un peu, sachant que moi, globalement, je sais que je recommanderais pas de lire les manuels pendant l'été. Enfin, vraiment, moi, j'ai un peu du mal avec le concept de lire le manuel. Parce que je trouve ça un peu, franchement, pas super utile comme manière de travailler. Parce que ficher juste un manuel par cœur ne vous permet pas de réfléchir à la question, de la problématiser, en fait. Genre, vaut mieux aller piocher les informations dans les manuels quand vous avez besoin d'une info sur telle thématique. Mais ficher juste le manuel par cœur... J'avoue que c'est pas le... Moi, je sais que c'est pas mon kiff et je trouve pas ça intéressant comme manière de travailler globalement. Mais on a des copains qui l'ont fait. Voilà. Donc, chacun ses méthodes. Voilà. Donc, chacun fait ce qu'il veut, honnêtement. Voilà. On vous donne concrètement notre expérience. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai que pour l'été, lire des manuels, c'est pas forcément fou. Par contre, on peut vous conseiller une petite alternative un peu sympa. Ça va être tout ce qui est doc photo. Honnêtement, c'est assez synthétique. Les docs photos sont accessibles lorsqu'on passe le concours, donc c'est plutôt cool de les connaître en fait, parce qu'il y a des photos et donc vous pouvez sélectionner des documents dans les docs photos, donc voilà. C'est pas très cher, ça coûte je crois
12 € max. Ouais, 10-12 €. Voilà. En fait, en gros, c'est une revue spécialement pour les profs d'histoire géo. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, où il y a toujours des mises au point sur la thématique, donc un truc très scientifique, et puis après des petites études de cas un peu plus où vous pouvez utiliser les documents. Et c'est en histoire et en géo, et il y en a qui sortent régulièrement. Je crois que c'est tous les 2-3 mois. Non, je crois que c'est tous les mois. Hein. T'es sûre ? Ah, je sais plus. Je sais plus. Par exemple, le dernier est sur les mobilités, mais très souvent, ils sont un peu en lien avec les questions de concours. Il y en a un assez récent sur l'Empire romain, enfin voilà, c'est assez... Mais des fois, elles sont pas totalement... c'est pas rapport, parce que, par exemple, l'état monarchique, c'est sorti il y a 2 mois, je crois. C'est sorti en mars. Ouais, c'est ça. Mais globalement... Voilà. Ça peut être une alternative l'été, en fait. Ça fait un peu un petit magazine à lire... Puis généralement, ça vous donne déjà des petits exemples. C'est un peu plus sympa, quoi, on va dire. Oui, et puis par exemple, pour l'Amérique latine, nous, notre prof, elle s'en servait beaucoup. Donc, c'est un petit truc à avoir, quoi. Ouais, c'est une alternative cool pour l'été. Aussi, en géographie, si jamais vous voulez, il y a Géoconfluence qui propose plein d'articles sur plein de sujets de géographie. Donc, vous pouvez, genre, à tout moment, prendre un article qui vous plaît, le lire, faire une petite fiche à la limite. Si jamais c'est un petit peu un truc qui vous plaît, c'est une petite manière de travailler que vous aimez bien faire, moi je recommanderais vraiment faites ce que vous aimez bien. Genre faites en sorte que votre été ce soit le moins difficile possible de travailler. Donc essayez d'opter pour ce que vous préférez faire plutôt que de faire un truc pour le faire mais que vous détestez faire tout l'été, que c'est horrible et que c'est l'enfer. Et même si vous aimez bien tout ce qui est cartes, les petits atlas autrement sont pas mal. C'est pas obligatoire non plus, mais... si vous avez vu vos questions, vous vous dites il y en a un qui tombe pile poil. Genre l'Amérique latine. Voilà, l'Amérique latine. C'est aussi au concours dans la bibliothèque. J'ai vu des candidats l'utiliser, et les utiliser plutôt. Et c'est vraiment des cartes, c'est synthétique, c'est sur plein de thématiques. Vous avez à chaque fois une double page sur une thématique en fait. Et donc vous avez des cartes et un petit texte qui est pas très long non plus et qui donne quelques infos. Nous on a créé des exemples à partir des atlas autrement. Et en histoire il y en a aussi. Par exemple, moi j'ai utilisé l'atlas des décolonisations pour le cours que j'ai fait sur la décolonisation d'Algérie. Et ça permet d'avoir des petites cartes, c'est sympathique, voilà. Encore une fois, c'est une autre manière de travailler. Moi, je suis un peu partisane du faut varier les manières de travailler, faut un peu, des fois, détourner l'attention parce que faut rendre ça un peu plus funky. Moi, j'aime bien les images. Ouais, on est des enfants en fait, mais c'est vrai que ça permet de voir l'histoire d'une autre manière en fait avec la carte et si vous êtes assez visuel, ça peut vraiment être sympathique. Si vous êtes aussi de formation de géographe, ça peut être sympathique, je pense. Et juste si vous aimez bien les cartes et que voilà, vous êtes visuel... Qu'est-ce qu'on peut aussi avoir comme petite... si vous voulez prendre un peu d'avance, y a quelques petites choses qui peuvent être faciles à apprendre. Donc par exemple, les pays. Donc il y a Cetera pour apprendre les pays. C'est une application sur le téléphone, il y a aussi sur l'ordinateur. Et en fait, c'est un peu un jeu où il faut trouver les pays le plus rapidement possible. Ça permet de les apprendre. Parce que... On connaît pas tous les pays. On connaît pas tous les pays. Et en vrai, c'est pratique parce que vous avez toujours une question de géographie thématique. Et la géographie thématique, c'est genre, ça vaut pour le monde entier. Par exemple, nous, on a environnement, approche géographique. Et cette question, elle vaut pour le monde entier. Donc, vous pouvez tomber sur genre, un truc hyper paumé. Et si vous savez pas où c'est un petit peu embêtant, on va dire, si c'est quelque chose, un pays où vous connaissez pas très bien ou des choses comme ça. Mais même en Amérique latine. Et même sur l'Afrique coloniale, tous les pays d'Afrique, on les connaît pas tous. Voilà, donc c'est quand même pratique pour se repérer. Nous, il faut qu'on le fasse aussi. Ouais, voilà. Moi je l'avais fait un peu au moment des CAPES blancs pour l'Afrique, mais j'avoue que j'ai un peu tout oublié. Après, il y a aussi si on reste dans la géo, il y a les départements. Par exemple, sur la géographie de la France, il y a... les jurys peuvent vous poser une petite question sur, par exemple, quel est ce département. Parce que, voilà, vous avez cité un département. Et faut un peu savoir où c'est, quoi. Parce que, par exemple, ils ont demandé de le montrer. Et ça fait toujours mieux de savoir où c'est le département. Voilà. Ouais, voilà, même sur... les études de cas, les études de documents plutôt. Voilà, savoir à peu près où on est pour restituer dans la copie, c'est des trucs qui peuvent être vraiment pratiques. Et si vous prenez un peu d'avance, même si vous n'allez pas les retenir sur les 2 ans par cœur, au moins quand vous allez avoir à les revoir un petit peu, ce sera toujours un peu moins d'effort parce que vous en connaîtrez quelques-uns. Et puis il y a un autre aspect, du coup, pour aller plus dans l'histoire, la base de ce qu'on peut un peu travailler, c'est vraiment les chronologies des questions.
Alors, pour trouver les chronos, c'est pas toujours évident. Je sais que souvent dans les Atlantes, il y a une partie chronologie qui est dédiée et qui est un peu pratique pour ce coup-là, parce que ça vous permet de résumer un petit peu toute la période. Je sais que pour le manuel d'Antique, la chronologie est sur le site Atlante même. Ouais, en fait, elle est à télécharger. Vous pouvez télécharger, c'est un tableau Excel en plusieurs colonnes. Et donc, du coup, en fonction des dates, vous avez des thématiques et vous avez les événements auxquels ça correspond. Bon, alors, peut-être pas apprendre toutes les dates par cœur. Hein. Vous n'allez pas devenir en un été expert de la chronologie. Mais avoir les petits points de repère, savoir à peu près où est-ce qu'on se situe, etc. Ça peut vraiment être pratique et vraiment vous aider à aborder la rentrée plus sereinement, je pense. Et elle est très facile donc à télécharger, plutôt à trouver. Donc si on a une pour commencer, pour voir, essayer de trouver la méthode, quel site utiliser pour faire votre frise, comment vous voulez travailler, elle est là. Ouais. Elle est accessible. Parce qu'il y a le fonctionnement en frise chrono, mais vous pouvez aussi totalement préférer le principe un peu du Quizlet. Et dans ces cas-là, faut pas hésiter. En fait, faut vraiment faire un peu en sorte d'utiliser les méthodes qui vous conviennent le mieux et qui sont le moins susceptibles de vous ennuyer tout simplement quand vous travaillez. Donc voilà, je pense que c'était un peu les points sur lesquels vous pouvez travailler cet été. Oui. Plutôt facilement. Mais on reste chill. C'est ça, on reste chill parce que justement... faut pas arriver à la rentrée déjà mort. C'est ça. C'est ce qu'on avait un peu dit dans le premier podcast, c'est que la rentrée peut être un peu impressionnante, peut faire un peu peur. Et genre vraiment, faut essayer d'être le mieux dans ses baskets, le plus stable moralement, je pense, pour vraiment résister à la petite phase de rentrée qui est un petit peu... qui ressemble un peu à un tourbillon et qui peut faire un petit peu peur. Et vraiment, mieux vous serez, je pense, mieux ça se passera pour vous ce moment de rentrée parce que vous serez beaucoup plus serein et vous serez beaucoup plus optimiste et positif. Vraiment. Donc, profitez de votre été. Voilà, donc après on va peut-être vous parler un peu de ce que nous on a prévu pour cet été. Ouais, alors... nous on est entre la première et la deuxième année, donc forcément c'est un peu différent. Alors déjà on a emprunté pas mal de bouquins à la BU nous, pour l'été, vu qu'il y a des prêts longs. On va plutôt faire des exempliers justement, parce que on a bien vu que c'est ce qui pêchait un petit peu. Et donc on a pris des docs photos justement, on a pris quelques manuels et on va essayer de faire des exempliers selon les matières. Ouais, bien organisé. Personnellement, moi je voulais reprendre un peu les cours dans le sens où commencer l'année avec des cours complets parce qu'on a eu tous nos cours sur cette première année-là. Et donc je dois le faire aussi. Ouais, donc je voulais faire en sorte que ce soit vraiment nickel et que j'ai plus besoin d'y retoucher en fait. Pour, comme ça, si à un moment j'ai besoin d'aller chercher une info, mon cours il est nickel, il est carré, je sais qu'il est complet, que j'ai pas besoin de piocher des bouts par-ci par-là. Sachant que nous on prenait des notes à la main, toutes les deux, parce que franchement, honnêtement, moi je recommande de ouf. Hein. Je suis passée de l'ordi à la main, mais j'ai tellement gagné en concentration parce qu'à l'ordi je finissais toujours par m'endormir en cours au bout d'un moment, parce que vous êtes très passif en fait à l'ordi. Et vraiment prendre à la main, mais ça change la vie. Et aussi, vous tenez tellement mieux au moment des CAPES blancs. Parce que du coup, au moment des CAPES blancs, vous écrivez énormément. Et ça fait très mal à la main, forcément, au bout d'un moment. Sauf que quand vous avez l'habitude de beaucoup écrire, ça passe. Ouais. Après, moi, j'écris à la main mes cours depuis la L2. Donc, j'ai une petite expérience de ça. Mais ça va, honnêtement, ça se fait. Et c'est ça, le concours, c'est écriture à la main. Ça faut travailler l'écriture aussi parce que le jury va pas s'embêter s'il n'arrive pas à lire. Oui, ça c'est vrai. Et même pour les croquis, ça fait un petit peu plus beau, tout simplement. C'est un petit peu plus attrayant de voir un beau croquis bien écrit que un croquis on n'arrive pas à lire le titre. Ouais, clairement. Donc ah oui, donc tout ça pour redire, en fait on a un peu dévié du sujet, mais c'était la reprise, reprendre un peu les cours, faire en sorte que tout soit nickel, tout soit bien rangé dans notre cerveau. On n'a plus énormément de fiches de notions à faire, mais on en a encore quelques-unes parce que nous on fonctionne beaucoup par duo. Si, je pense qu'il en reste autour du premier CAPES, on n'en a fait aucune. C'est ce qui nous reste parce qu'en fait on fonctionne pas forcément par du coup les fiches de manuel. Je pense histoire contemporaine encore un peu. Ouais. En fait il nous reste beaucoup. Laisse-moi être optimiste, Nina. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'on se sépare en fait des fiches de notions, parce que comme on fiche pas les manuels, on relève en fait les grosses notions et on se fait des fiches très synthétiques de genre une page max.
sur la notion, où on reprend des petits points sur les auteurs, sur un petit peu l'historiographie ou l'épistémologie, la définition de la question. Voilà, pour avoir des outils très polyvalents au final. Parce que c'est bête, mais si vous avez la fiche notion de l'Anthropocène, c'est hyper pratique. Après, vous pouvez la réutiliser autant que vous voulez et vous avez fait une fiche facile à retenir, ultra synthétique. Genre vraiment, c'est très très efficace. Moi, j'ai trouvé, on a fait ça au troisième CAPES blanc. Et en vrai, ça a super bien fonctionné. Ouais, après, moi, après avoir vu l'entretien du CAPES, je me suis dit que j'ai bien vu qu'il faut être assez fort dans tout. Il faut être assez multi-tâche, même pas. Mais polyvalent. Voilà, polyvalent, voilà, merci. Et donc, je pense que je vais peut-être essayer de faire des petites fiches sur, par exemple, les institutions, savoir quelles sont les instances pour des élèves allophones, quel étabbissement, qu'est-ce qui a été mis en place par le ministère. Et ça, je pense que ça va être assez utile pour après parce que ça sera fait. Voilà. Sauf si il y a un changement du gouvernement pour ces instances-là. Mais pour l'instant, voilà. Ouais. Puis je pense que le dernier élément qu'on va essayer de faire d'ici le 1er juillet, c'est de récupérer un max de GeoImages, parce que le site de GeoImages, c'est un site hyper pratique où en fait on a des photos satellites et toute une analyse qui est proposée par un géographe. C'est un très très bon support pour créer des croquis. Le problème, c'est que le site va fermer du 1er juillet au mois de décembre, je crois, pour de la maintenance. Et du coup, surtout nous, vu qu'on va passer le concours cette année-là, on a vraiment besoin de les récupérer pour pouvoir les utiliser. Bon, si vous rentrez en première année, je pense que c'est pas trop un souci, vous avez encore le temps. Mais pour le coup, nous, ça va vraiment être un peu embarrassant si on les a pas. Donc c'est un petit peu long et fastidieux, mais il faut un petit peu récupérer le max qu'on peut pour pouvoir les utiliser si on le souhaite le moment venu. Voilà. Est-ce qu'on avait prévu particulièrement d'autres choses ? Je crois que c'est assez. Je crois que c'est assez. Je crois que c'est déjà pas mal. Ça fait un petit peu peur dit comme ça, mais je pense qu'on va s'organiser. Puis c'est pas grave si tout n'est pas terminé à la rentrée. Enfin, faut... Encore une fois, l'été, c'est aussi fait pour se reposer un petit peu. Donc voilà. Donc l'été aussi, c'est fait pour profiter. Voilà. Donc notre dernier conseil, c'est profiter vraiment. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Pas de stress. Enfin, c'est vraiment hyper important. C'est le moment, c'est votre moment pour vous. Et il faut aussi en avoir conscience parce que c'est pas en arrivant cramé à la rentrée qu'en fait vous allez avoir des meilleures notes que les autres. Pas du tout, en fait. À la limite, vous ferez peur aux autres au début de l'année, mais par la suite, ça va pas changer grand-chose. Nous, je sais qu'en vrai, quand on est arrivé sur notre première année, la première rentrée, je pense qu'on peut le dire, on avait clairement pas beaucoup bossé et on n'avait pas lu les manuels, pas lu les livres et compagnie. Et pourtant, c'est pas grave, on s'en est sortis. Hein. On a survécu à l'année, on a une autre année. Normalement, on a notre année, on attend les rendus de notes de mémoire, mais je pense que c'est bon. Donc, voilà. Faut pas vous inquiéter et faut pas vous culpabiliser si cet été vous n'arrivez pas à travailler. Il vaut vraiment mieux ne pas travailler cet été et pouvoir travailler sérieusement le reste de l'année que l'inverse. Oui, surtout si vous rentrez en M1. Surtout si vous rentrez en M1. Vous allez avoir 2 ans pour stresser, pour faire... pas pour stresser, mais... On va encore leur faire peur, non ? Oui. Non, mais vous allez avoir 2 ans pour préparer le concours, plutôt. Et juste avant, on se détend. Si vous voulez partir en vacances, partez en vacances. C'est un marathon, hein. Faut pas être le lièvre, faut être la tortue et j'adore ma métaphore. C'est super, on va faire une analyse de texte, en fait. On change de sujet. Mais vraiment, c'est très important et c'est de ce genre de moment dont vous devez absolument profiter au max. Et s'il y a une expression à revenir, c'est pas de rate au courbouillon. Ne vous mettez pas la rate. C'est l'expression de notre prof. Donc voilà, je pense qu'on est un petit peu arrivé à l'issue de cet épisode qui est un petit peu plus court, mais je pense que c'est parce que c'était aussi comme ça. On n'a pas de date pour un prochain podcast. Voilà, on va voir, on verra en fonction de si on se voit cet été, de si on est inspiré quand on se voit cet été. S'il y a vraiment quelque chose à dire aussi, parce qu'on pense que ça sert à rien de faire un podcast pour faire un podcast. Après, on a quelques idées quand même sur ce qui pourra se passer, notamment sur le compte Instagram. Donc si vous voulez rester un peu branchés, je pense qu'on peut dire qu'on fera des petites recommandations, on vous proposera des petits trucs un peu sympas, des petits supports un peu sympas pour travailler sans avoir l'impression de trop travailler non plus. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre. Oui, donc on rappelle rapidement, donc c'est sur Instagram et sur TikTok, les Chippy Podcast. Voilà, et puis je pense que c'est le moment où on peut vous souhaiter de bonnes vacances. Et on vous fait des bisous. Oui, profitez bien. Bientôt. Bisous. Salut!